Quand je viens rendre visite à ma mère, c'est un défi d'entrer en prison, à cause du mal qu'elle a fait. J'espère que c'est la dernière fois que je viens devant cette porte. C'est difficile. Jusqu'à aujourd'hui, ces choses me paraissent inexplicables. Quand je regarde en arrière, je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi nous nous sommes engagés dans les tueries. Ça transgressait la nature d'une mère, la nature d'une maman. Grâce à Dieu, nos enfants sont très courageux. Ils ont traversé des moments difficiles. Ils nous ont vus nous vautrer là-dedans. En vérité, nos enfants ne devraient pas nous pardonner après avoir vu le mal qu'on a fait. Entre avril et juillet 1994, plus de 800 000 Tutsis ont été tués au Rwanda. Le dernier génocide du XXe siècle, perpétré par des membres du groupe majoritaire Hutu, a vu disparaître les 3/4 de la population Tutsi du pays. Un programme d'extermination systématique avait été élaboré par l'État rwandais et exécuté par l'armée, des miliciens Hutus et une partie de la population civile. Pour la première fois dans l'histoire du pays, les femmes ont été nombreuses à s'impliquer dans les violences anti-Tutsi. À partir de 2006, des tribunaux populaires ont jugé les tueurs et leurs complices. Parmi les 40 000 personnes encore incarcérées aujourd'hui, 2 500 sont des femmes. 8 d'entre elles ont accepté de témoigner de leur participation au génocide. Tu ne connaissais pas les Tutsis? Comment voyais-tu tes voisins avant? Avec mes voisins, nous avions de bonnes relations. Ils étaient beaux? Bien sûr qu'ils étaient beaux. C'est pour ça qu'on les prenait en mariage. Mon frère avait épousé une Tutsi. Et ce n'est pas très ancien, c'est récent. Ils vivaient bien ensemble. Mais comme vous l'avez dit, quand vous discutiez avec les femmes Tutsi, toi, femme Hutu, tu leur disais des choses. Tu leur faisais des confidences, mais elle ne t'en faisait aucune. Elle gardait ça pour elle. Et quand elles allaient ailleurs, elles pouvaient te dénigrer. Elle te dénigrait. Elle disait « Qu'est-ce que cette Hutu raconte ?» alors que vous ne faisiez que discuter, parce qu'elles étaient très dissimulatrices. On disait qu'elles incarnaient une forme d'élégance, qu'elles avaient une belle peau, qu'elles étaient comme ci ou comme ça. Toi, comment voyais-tu les choses avant le début du génocide? Comment reconnaissais-tu les Tutsis? Moi, je voyais que les Tutsis étaient des personnes élancées. Même quand ils étaient petits, ils étaient différents des Hutus. Le Tutsi avait une peau douce. Le Tutsi, tu voyais que c'était quelqu'un qui n'avait pas beaucoup de force, qui n'était pas solide. Riche ou pauvre, le Tutsi était faible. C'était toujours un fainéant.
Je peux ajouter que cette façon de parler de leur constitution et de leur taille, c'était comme placarder une photographie d'eux sur la route. Cela a fait qu'ils ont été retrouvés et tués facilement, car tout le monde savait à quoi ils ressemblaient. Par exemple, à Masaka, il y avait une femme qui vivait près de chez nous, Félicité. Ils l'ont tuée avec sa fille. Après l'avoir tuée, ils l'ont déshabillée. Elle est restée nue comme elle était née. Ils ont sifflé pour appeler les gens. Et même les femmes qui habitaient sur la colline ont accouru pour voir leurs congénères, pour voir la nudité d'une Tutsi. La plupart du temps, quand ils étaient indulgents, ils les tuaient et jetaient les corps. Mais sinon, avant de les tuer, ils leur faisaient du mal, pour voir leur nudité, pour voir où se trouvait le fondement de leur beauté. Je m'appelle Mujawa Maria Immaculée. Je suis née en 1964. J'ai 3 enfants. Le fait que je me sois impliquée dans le génocide, mes enfants l'ont très mal vécu. Aujourd'hui encore, ils en subissent les conséquences. À l'école, on leur lançait à la figure que leur mère était une tueuse. C'est peut-être moins vrai pour ses sœurs, mais Jérôme a une blessure très douloureuse. Il a pu me questionner lui-même à ce sujet. Il m'a dit, « Jusqu'à présent, je ne sais pas ce que je suis. Je ne suis ni Hutu ni Tutsi. Mais moi, je ne peux pas imposer mon ethnie à mon enfant, tu comprends? Je ne peux pas le contraindre à appartenir à l'ethnie des tueurs. Non. » Jérôme, comment vas-tu? Quelles sont les nouvelles? Moi, ça va. Comme on peut aller en prison. Avec la maladie. Jérôme, mon fils. Ces personnes, je leur confie un message pour toi. S'il te plaît, persévère. Mais dans cet effort, n'abandonne pas l'idée de me pardonner. Sache que tu n'as pas d'autre mère. Personne d'autre ne t'a mis au monde. Garde de bonnes relations avec tes sœurs. Même si vous n'avez pas les mêmes pères. C'est ma faute. Et je me suis déjà excusée de t'avoir caché qui était ton père jusqu'à ce que tu l'apprennes dernièrement, quand tu m'as posé la question. Je sais que tu as été blessée d'apprendre que ton père était Monsieur Abimana. C'étaient nos voisins, de l'autre côté, qui ont été tués pendant le génocide à cause de leur ethnie. Parce qu'ils étaient Tutsis. Mais sois sûr que personne dans notre famille n'a joué un rôle dans la mort de la famille de ton père. Pardonne-moi pour tout cela. C'est ma faute. Je continue à te demander pardon, mon fils. Je te remercie de me considérer en ce moment comme ton fils. C'est dur pour moi.
D'abord, je te remercie pour cette vie de merde que tu m'as donnée. C'est très difficile à vivre et à supporter. C'est dur pour moi de vivre sans savoir qui je suis. Je vais te poser des questions. Sois courageuse et réponds-moi. Ce n'est pas facile pour moi de pardonner. Sois forte et supporte que des choses te blessent. Même si tu es blessé, je ne crois pas que tu puisses l'être plus que moi. Toi, tu es une tueuse en puissance. Tu es plus qu'une tueuse, tu es l'enseignante des tueurs. Si tu étais une personne normale, comment aurais-tu pu vouloir tuer tes propres enfants? Je ne sais pas comment te le dire, mais supporte-le. Même le simple fait de te voir de mes yeux, c'est une vraie souffrance. Le fait d'être Hutu ou Tutsi, à quoi ça t'a mené? Qu'as-tu fait pour moi dans ta vie sinon me faire vivre dans le malheur, les larmes et la souffrance? Hutus et Tutsis occupent le même territoire, parlent la même langue et ont la même religion. Il ne s'agissait pas à l'origine d'ethnie, mais de catégories sociales. C'est l'administration coloniale belge qui en a fait deux groupes ethniques distincts, asseyant son pouvoir sur leur opposition. Dans un premier temps, l'autorité coloniale s'est appuyée sur la monarchie Tutsi qui régnait à son arrivée au Rwanda. Mais à la fin des années 50, elle a progressivement perdu le contrôle de cette élite et s'est alors tournée vers les Hutus, majoritaires, pour les inciter à prendre le pouvoir. Le désaveu brutal de la monarchie a favorisé l'expression de fantasmes qui sont devenus le terreau de l'idéologie du génocide. Tu vois, on racontait que dans le passé, du temps de la monarchie, le roi Tutsi, pour se lever, prenait appui avec sa lance sur un Hutu. Et on rajoutait d'autres mots terribles. Il prenait appui sur le Hutu, tu comprends? Et le Hutu, au fil de l'histoire, même s'il n'allait pas à l'école, il apprenait ça à la maison. Il grandissait avec cette rancœur. C'est comme ça que les Tutsis nous traitaient. Et le Tutsi, de son côté, quand il repensait au massacre de 1959, il voyait bien que les Hutus les détestaient, qu'ils les avaient persécutés, avaient brûlé leurs biens, qu'ils continuaient à leur faire du mal, et qu'eux, Tutsis, n'étaient pas en sécurité. Eux aussi grandissaient avec ça. Donc, même quand il y avait des mariages, qu'il y avait des périodes de bonnes relations, que les relations de couple étaient paisibles malgré la différence d'ethnie, cette chose ne disparaissait pas. C'est ainsi que lorsqu'il y avait une brouille dans le couple, cela ressortait. Et l'un accusait la famille de l'autre d'avoir fait telle ou telle chose à ses grands-parents. Je n'ai pas peur de dire que jusqu'à présent, on est en train de payer pour ce qu'on ignore. Des choses qui ont commencé il y a très longtemps. Cette méfiance ne disparaîtra jamais. umugaragu wawe amaze gusaba imbabazi kandi nzi neza ko agitekereza kuza imbere y'iteraniro riteraniye hano wowe ubwawe urangije kumubahiriza. Niyo mpamvu n'itorero ryose rizamuye ibiganza
bamubabarira ijambo ryatubwira ko nitutababarira abantu ibyaha byabo natwe data wo mu ijuru atazatubabarira. Ni muri ubwo buryo rero Imana yacu tubabariye, kandi ni ukuri guhera uyu munsi ntazongere kuva mu makosa nk'ayo yakuyemo. Tuzajya mu izina rya Yesu. Amen. Quand le génocide a commencé, j'étais petit. J'avais entre 5 et 6 ans. Un jour, à l'école, les enfants traumatisés par le génocide ont eu une crise d'angoisse. J'ai accouru pour aider une fille qui était prise de panique. Mon dernier souvenir est de courir derrière elle. Je me suis réveillé 2 jours plus tard à l'hôpital sans savoir ce que j'y faisais. Ce qui m'a blessé, c'est que des gens ont demandé « Comment peut-il être traumatisé alors que c'est sa mère qui a tué les gens ?» Ça m'a beaucoup blessé. Mais j'ai fini par l'accepter. Parfois, les images se brouillent dans ma tête. Et ça devient difficile. Dans ces moments-là, j'ai pas envie d'avoir du monde autour de moi. J'ai envie d'être seul. Le génocide est le point d'orgue d'une longue série de massacres qui ont contraint de nombreux Tutsis à l'exil. Dès 1959, les vagues de pogroms et de pillages se sont succédées à leur encontre. Après l'indépendance du pays en 1962, les violences et les politiques discriminatoires se sont poursuivies. En réponse, des exilés Tutsis créent une armée en Ouganda, le Front patriotique rwandais. Le 1er octobre 1990, ils attaquent le Rwanda, réclamant le droit au retour des réfugiés et le partage du pouvoir. Fragilisé par les combats au nord du pays, le gouvernement réagit en intensifiant sa propagande anti-Tutsi, notamment à l'égard des femmes. À la veille des massacres, la majorité Hutu est mobilisée, hommes et femmes confondus. Moi, je ne comprends pas ce qui s'est passé pour qu'en 1994, beaucoup de mères prennent part au génocide au lieu de cacher les gens et de les sauver. Nous avons été remarqués dans les tueries, n'est-ce pas? Quel que soit le rôle que tu as joué, tu peux l'expliquer. Pourquoi les femmes n'ont-elles pas fait preuve de compassion comme par le passé? À l'origine, les femmes étaient vraiment, comme on le disait, le cœur du foyer. Elles avaient de la compassion. Mais les années passant, il y a eu des changements. On appelait ça la modernité.
Si tu regardes bien, les choses se sont compliquées au moment de l'instauration du multipartisme. C'est là que les choses se sont envenimées. Et on a commencé à entendre dire que les hommes délaissaient leurs épouses et prenaient des maîtresses tutsis. Et quand l'épouse Hutu la prenait, cela créait une rancœur en elle. Puis en 1994, quand ils ont dit que les Tutsis avaient tué le président Habyarimana, ces femmes dont je parle, elles en ont profité pour assouvir leur vengeance. Et pour se venger, elles ont utilisé leur bouche. Alors quand elle croisait un milicien, elle lui demandait « Est-ce que vous avez croisé celle-ci? Est-ce que vous l'avez tuée ?» Mais la raison pour laquelle on nous a inculqué cette haine, c'est parce que lors des massacres de 1959 et 1973, les mères avaient sauvé des gens. C'est pour ça qu'on nous a beaucoup sensibilisés, en nous disant que le Tutsi est l'ennemi du Hutu et qu'il ne cherche qu'à nous tuer. Cela a fait pénétrer cette haine et cette colère dans nos cœurs. Et nous sommes devenus pareils à des animaux. Ce qui m'a fait rejoindre le parti du président, c'est la façon dont le gouvernement nous a sensibilisés. Nous y étions comme forcés, car on nous montrait les avantages qu'on pouvait en tirer. Comme je n'avais pas fait d'études, je n'avais pas de travail. Je me souviens très bien du moment où j'ai adhéré. Ils nous ont donné 5 000 francs ainsi que de l'alcool. Après quelques jours, ils ont fait une fête lors de laquelle ils ont tué une vache. Je croyais qu'on serait dans le parti pour toujours, qu'on allait continuer à danser et à vivre de cette façon jusqu'à notre mort. Comme beaucoup, Françoise a rejoint les jeunesses des partis extrémistes Hutus qui se sont progressivement militarisés et constitués en milices. Avec son groupe, elle a participé à de nombreuses attaques pendant le génocide. Dans son quartier, Kimichanga, la plupart des femmes violées et tuées ont été livrées aux miliciens par leurs voisines. Certaines les ont cachées pour les dénoncer ensuite. Nous, ce que nous voulions, c'était transformer le Rwanda en une nation Hutu. Débarrassé de la présence du Tutsi, sans plus aucun Tutsi. Et moi, je me battais car j'aimais beaucoup l'armée. Je me battais pour être un militaire de haut rang. Tu comprends? C'est ainsi que partout où j'allais, je ne me retenais pas. Que Dieu me pardonne. Et puis tu voyais bien qu'à l'Assemblée nationale ou parmi les ministres, ceux qui prenaient les décisions étaient aussi bien des hommes que des femmes. Comme ceux qui achetaient des munitions et qui parlaient d'armement. Donc tu te disais que tu ne pouvais pas rater ça. Dans les meetings, les femmes étaient présentes. Elles prenaient la parole dans les journaux. Dans les manifestations de soutien aussi. Et tu te disais, je dois en faire partie. C'est arrivé comme ça. En 1994, le Rwanda est dans un état de tension extrême. La nuit du 6 avril, l'avion du président Juvenal Habyarimana est abattu. Dès le lendemain, les militaires des forces armées rwandaises et les miliciens érigent des barrières dans toutes les rues, traquent systématiquement les Tutsis et appellent les civils à participer au massacre. Pendant 100 jours, les animateurs de la radio-télévision libre des 1000 collines diffusent les noms et les cachettes des Tutsis. Sous couvert de lutte contre l'armée rebelle, ils justifient les massacres et exhortent les tueurs à faire ce qu'ils appellent leur travail. Au niveau privé, moi, je n'ai pas de responsabilité là-dedans. C'est au niveau de la radio RTLM seulement. Parce que j'étais là, à la radio, sur les antennes de la radio. Je n'ai jamais pris une arme quelconque. Je n'ai jamais menacé un Tutsi, parce que je ne les voyais même presque pas. Donc ça, vraiment, ma responsabilité, c'est à la RTLM, tout simplement. Et puis, je ne sais pas. Quand est-ce que moi, je peux vous poser également une question, si vous le permettez? Hein?
Vous le permettez? Quand est-ce qu'une défense est légitime? Quand est-ce qu'une défense est légitime? Je comprends pas la question. Oui, quand est-ce qu'une défense est légitime? Bon, quelqu'un veut vous tuer. Et vous l'avez constaté le premier. Vous avez une arme vous aussi. Qu'allez-vous faire? Seulement vous défendez, non? Prenons l'exemple de Valérie. Elle tenait l'antenne. C'était la seule femme journaliste parmi 5 hommes. Elle nous a dit que les consignes venaient et qu'elle ne faisait que les appliquer. Écoute, le génocide ne s'est pas fait tout seul. Il a été préparé. Et lors de cette préparation, il y a eu des réunions dont les femmes n'ont pas été exclues. Pourquoi aucune d'entre elles n'est sortie pour révéler ce secret en disant « Ils ont préparé le génocide, chères consoeurs, de grâce n'y trempez pas, on est au courant ». Pourquoi ont-elles gardé ce secret alors qu'elles étaient informées? Laisse-moi te dire, c'est comme si je demandais à Valérie « Pourquoi tu n'as pas dénoncé le génocide ?» Ce que je veux dire, laisse-moi finir. Ce que je veux dire, c'est que ce qui a enlevé cette compassion à Valérie, ainsi qu'à toi, et à moi aussi, et qui a fait qu'on s'est retrouvés dans le génocide, s'est produit pour toutes ces femmes. Seulement, elles ne sont pas là. Non, non, j'ai compris ce que tu voulais dire. Elles avaient la parole, mais elles ont manqué de charité car elles n'ont rien fait pour les Rwandais. Je connais beaucoup de responsables qui étaient des femmes, qui ont dressé des barrières. Elles amenaient des jeunes pour les tenir. Et beaucoup de ces barrières ont été très meurtrières. Mais vous étiez les mêmes! Voilà, c'est ce qu'elle dit justement. Elles ont participé. Elles ont participé. Ce n'est pas nous, les cultivatrices, le petit peuple, qui avons joué le plus grand rôle. À la radio, ils donnaient les communiqués et je n'étais pas la seule femme. Elles ont participé au génocide d'une autre façon. Elles ont dénoncé les gens, elles ont préparé le génocide ou incité au massacre. Ils inventaient des histoires, disant que les rebelles allaient tous nous tuer. C'est normal qu'on ait voulu se défendre avant qu'ils nous arrivent dessus. Donc tu disais que les rebelles étaient à tel endroit, c'est ce que je disais. Et là, ils étaient exterminés. Tu sais que celui qui a rameuté est pire que celui qui a découpé les gens à la machette? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais qui est venu à la radio me dire « Valérie, tais-toi, tu fais tuer des gens » Qui est venu me le dire? Mouamine, vous n'étiez pas à Kigali? Vous m'avez appelé pour me le dire? Comment aurais-je pu? Nous étions les mêmes. Bah voilà. C'est ce que je dis depuis le début. Avec les autres aussi, nous étions pareilles. Elles sont même pires car elles ont préparé le génocide. On entendait beaucoup de gens passer devant chez nous, des miliciens. Ils avaient des machettes. Ils coupaient les vaches, ils coupaient les gens. Ils emportaient les vaches sur la route. Moi, si je suis allée en face, sur le lieu où on m'accuse d'avoir été, c'est parce qu'on avait entendu que les militaires de la garde présidentielle étaient là. J'ai accouru. Un voisin m'a dit « Allons voir les GP ». Je ne savais pas ce que c'était. À cause de cette impulsivité de ma jeunesse, je me suis levée et j'ai couru derrière les autres. Ma mère m'a demandé où j'allais. Elle m'avait dit de ne pas sortir. Mais je me suis échappée sans qu'elle le sache. Une fois là-bas, j'ai vu qu'ils avaient tué tout le monde. Il y avait des gens qui étaient venus là se réfugier avec leur famille. Ils les ont tous tués. Au moins 200 personnes. Les militaires ont pointé leurs armes sur eux et les ont fusillés. Tous ceux qui ont pu s'échapper ont été rattrapés et découpés à la machette. Tous les autres, ils les faisaient passer devant chez nous pour aller les noyer au fleuve.
Quand il t'amenait, il y avait comme 1 million de femmes derrière toi. Je m'en souviens car ils m'ont conduite à la rivière. Si on m'avait jeté dedans, peut-être ne serais-je pas là pour témoigner. Mais si Dieu m'a sauvée, c'est pour que je raconte ce qui s'est passé. Pour que vous compreniez que les femmes étaient dans la joie et la bonne humeur. Ce qui se passait, c'est que les hommes tuaient et les femmes se comportaient comme si elles célébraient un mariage, comme si tout cela ne les concernait pas. Quand elles entendaient les cris et les coups de sifflet qui retentissaient sur la colline, les femmes accouraient, puis elles revenaient avec des pillages. Des petits paniers, des calebasses. C'est à cause de ça qu'elles accouraient. Quand tu arrivais sur le lieu d'un meurtre, c'est à cause de ça que la plupart d'entre nous sommes emprisonnés. Tu restais là pour regarder, car tu n'avais peur de rien. Tu te sentais protégé. Ils tuaient et quand ils recommençaient ailleurs, tu les suivais pour aller piller. C'est ça qui nous a achevés, nous les femmes. Le jour de la mort de cette vieille, nous sommes descendus jusqu'à la route et ils l'avaient déjà achevée. Nous avons regardé et nous sommes retournés d'où nous venions. En 2009, vous aviez déclaré avoir tué la vieille de 3 coups de bâton. En 2009? Oui, et que les militaires vous l'avaient ordonné. La femme, la vieille... Est-ce que c'est vrai? Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le dire. Nous sommes descendus jusqu'à la route. Les militaires... Laisse-moi me rappeler d'abord. Le deuxième coup de bâton, le militaire m'a demandé de le donner ici, sur la nuque. Et je l'ai fait. C'était comme cette canne que j'ai avec moi. Quand je travaillais au dispensaire, j'avais 2 enfants à la maison. Mon aîné et Jérôme. À la date du 7 avril, personne ne se déplaçait. Nous sommes allés à la paroisse. Nous voulions passer par la cour pour entrer dans l'église. Nous avons vu que les prêtres s'étaient enfermés dans leur maison. La bonne sœur a frappé, le prêtre a ouvert et il a fondu en larmes. Elle a essayé de le rassurer et lui a demandé ce qui se passait. Il a répondu « Je ne sais pas quoi dire, toute l'église est pleine de sang. Dans la cour de l'école aussi, c'est le sang. Les gens ont été tués. Le diable est descendu dans le pays. » Et le 10 avril, les Français sont venus chercher les bonnes sœurs.
Je leur ai dit que je n'étais pas Tutsi et que je n'irais nulle part. Et nous sommes restés sur place avec un collègue qui s'appelait Pascal. C'est comme ça que nous avons récupéré les clés de tout le dispensaire et les clés de toutes les chambres. À la date du 12, je crois, la nuit était tombée et Pascal est arrivé. Nous étions en bas au couvent. Tu sais, nous avions beaucoup bu. Tout un bidon d'eau de vie. Il m'a dit de l'accompagner pour enlever cette Tutsi. J'ai demandé laquelle. Il m'a dit cette grosse vieille. Nous avons donc sorti cette vieille de son lit d'hôpital et nous l'avons tirée dehors. Il y avait une barrière. C'est là qu'on a amené la vieille vers Diane. Bakora nous a retrouvés à la barrière qui était près de la clôture de la banque. C'est là qu'on a laissé vers Diane. Ils l'ont emmenée pour la tuer. Ils l'ont jetée dans la fosse. Les enfants de la famille de M. Bouchaïja, un homme qui s'appelait Nagara les a trouvés au milieu des cadavres à l'église. Il m'a dit qu'il amenait des gens qui avaient été blessés à la machette. Pascal est venu à la cuisine. Je ne sais pas où il avait trouvé des gâteaux. Il en a coupé un morceau et il a dit qu'il y avait une fosse. Un petit trou qu'on avait creusé près du robinet. Il s'est assis dedans et leur a demandé de faire pareil pour que les miliciens ne les tuent pas. Les enfants sont descendus dans le trou. C'est à ce moment-là que Pascal et un jeune garçon qu'on appelait Toto ont pris de la terre, tandis que les enfants mangeaient les gâteaux dans ce trou. Pascal leur avait dit qu'il sortait voir s'il y avait des miliciens. Ils ont donc pris la terre et ils les ont ensevelis vivants. Et il a dit, ils sont morts comme ça parce qu'ils étaient Tutsis. C'est très difficile de lui pardonner en vivant dans le même quartier, où les gens la voient en moi. Le fait qu'on te refuse de l'eau à cause de l'acte abominable commis par ton parent, c'est quelque chose de très dur.
Dans les paroles, c'est possible, mais pas dans le cœur des gens. Il n'y a pas de réconciliation. Tu peux continuer sur la façon dont tu perçois la vie de tes enfants dans le Rwanda d'après le génocide? Il a commencé à dire « Je ne peux pas croire que vous n'avez pas tué. Même si vous prétendez le contraire, je ne peux pas le croire. » Toi et son père? Oui. Et pourquoi sur la colline, c'est toujours vous qu'on vient prendre? Pourquoi avez-vous tué les gens? Si vous ne l'aviez pas fait, je serais à l'école comme les autres. Personne ne les pointe du doigt dehors? On les a montrés du doigt au début. Avant le début des procès, celle qui m'accusait poursuivait parfois ma fille Mukanoeli. Elle voulait la frapper et lui disait « Je pourrais te tuer comme ta mère a tué la mienne ». La petite venait me le rapporter. J'ai fini par lui dire « Tu vois, ton père et moi sommes en prison. Personne ne te défendra. Si tu vois qu'elle te poursuit sur la route et qu'il y a du monde, arrête-toi. Si elle te frappe, frappe-la en retour. Si tu le fais, elle ne recommencera pas. » Depuis ce jour, elle n'a plus recommencé. Je trouve que les enfants vivent bien, sans problème avec les gens. Le seul problème, c'est la blessure qu'ils gardent au cœur. Mais ils vivent en paix avec les gens. Le soir, à la maison, il venait à côté de moi pour me parler. Il s'asseyait et me posait des questions. Du genre, est-ce que tu as tué? Tu comprends? Est-ce que tu as tué? Et je ne savais pas quoi leur répondre. Je ne disais rien et je les engueulais. Et Jérôme m'a dit, à l'école, on croit que c'est ma grand-mère qui est ma mère. Seuls les voisins qui te connaissent savent que tu m'as mis au monde. Si tu es condamné pour génocide, nous allons te renier. Tu ne seras plus notre mère. En juillet 1994, l'armée rebelle du Front patriotique rwandais conquiert le pays et met fin aux tueries. Les responsables politiques et militaires du génocide fuient en République démocratique du Congo. Ils entraînent dans leur exode près de 2 millions de Hutus, craignant les représailles, parmi lesquels de nombreux tueurs. En seulement 3 mois, le génocide a fait plus de 800 000 victimes, dans un pays qui comptait 8 millions d'habitants. Nous avons fui quand le pays a été pris par les rebelles Tutsis. À mon arrivée au Congo, je vivais dans le camp de Katale, qui était plein de miliciens et de militaires. Tu vois, l'idéologie de l'époque et celle d'aujourd'hui sont différentes. À l'époque, c'était très bas et très méchant. Et nous l'avons apporté avec nous au Congo. Nous avons quitté le pays et sommes entrés dans un autre avec cette idéologie. Arrivé sur place, notre bestialité s'est renforcée. Ils nous ont réunis tous ensemble. Ils nous ont dit que la seule solution pour rentrer au pays, c'était de rassembler les jeunes qui avaient de la force pour le reconquérir. Ils recommençaient à utiliser l'expression de serpent pour parler des Tutsis. Ils disaient « Sachez que les serpents sont malins, qu'ils prolifèrent. Même si c'est votre mère ou votre enfant,
Surtout pour celles d'entre vous qui ont eu des enfants avec des Tutsis, sachez qu'ils grandiront avec cette malice des Tutsis. On nous mentait en nous disant qu'il y avait des rebelles qui rentraient de leur mission d'espionnage, qu'ils allaient dans la forêt à l'aube. Et on nous demandait de les tuer. Nous étions à l'orée de la forêt et nous tuions tous ceux qui passaient vers 3 ou 4 heures du matin. Après les avoir tués, ils nous montraient à chacun comment ils leur retiraient les intestins et tout ça. C'était vraiment de l'animalité. Nous apprenions à être des animaux. Ce n'était pas une bonne chose d'apprendre à poignarder quelqu'un. Juste parce que Jérôme était maigrichon et n'avait pas de gras. Je disais dans les camps que je pouvais le tuer sans conséquence. Je sentais que tout ce que j'apprenais, je devais le mettre en pratique sur lui. Jérôme n'a jamais eu la paix avec moi. Il en arrivait au point où, lorsqu'il me voyait arriver sur la route, il allait se cacher chez une vieille de Gisenyi, qui était notre voisine. Il attendait que je parte pour aller voir sa grand-mère. Je me suis comportée avec lui comme un animal. Je l'ai tellement battu qu'une fois, je l'ai frappé au point de lui arracher la peau. Merci, mère, pour cette initiative que tu as prise, afin que nous puissions communiquer. Moi, je sens que je t'ai pardonné dans mon cœur. Mais je ne peux pas te regarder en face. J'ai assez souffert. Et pour me guérir de cela, j'ai décidé de te laisser hors de ma vie et de passer à autre chose. Je ne te considère pas comme celle qui m'a mise au monde. J'espère que tu vas le supporter. Si on arrive à se revoir, considère ça comme un miracle. Que cela ne t'empêche pas de te repentir. Continue, c'est bien. Dieu est prêt à t'écouter. Si tu as changé, tant mieux. Mais cela ne guérit pas les blessures que tu as infligées aux gens. Jérôme, ton message m'est parvenu. Seulement, je te demande encore de me pardonner. Pour la façon dont je vous ai élevé et qui est à l'origine de ce qui t'arrive.
Pour dire la vérité, même si ton message est très dur, il ne m'a pas surprise. Je trouve plutôt que tu es quelqu'un de très courageux. Je remercie Dieu que tu sois devenu un homme. Je te demande de t'occuper de tes sœurs. Mais je sais que ceci n'est pas la fin. Après cette prison, la vie va continuer.